Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau récap info. Comme chaque semaine avec mon invité, nous allons revenir sur l'actualité de ces derniers jours dans le bassin grenoblois et dans notre région et plus largement sur d'autres sujets sur lesquels il nous expliquera ses choix, nous apportera son expertise et son point de vue. Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés Yannick Neuder. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également. Vous avez été de 2002 à janvier 2019 maire de Saint-Étienne de Saint-Joire. Vous êtes depuis un peu plus d'un an responsable des Républicains de l'Isère. Et en décembre 2015, vous avez été nommé par Laurent Wauquiez, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à l'enseignement supérieur, la recherche, les fonds européens et la santé. Et il faut dire que vous êtes également cardiologue. Vous avez encore le temps de consulter. Mais oui, j'en arrive. Vous étiez à l'hôpital de Grenoble juste avant l'enregistrement de cette émission. Alors votre cœur, ou une partie en tout cas, appartient au Parti républicain. Vous êtes responsable de la section locale. La prochaine grande échéance électorale, ce seront les élections municipales en mars 2020. Le représentant LR de la première circonscription de l'Isère sera candidat à Grenoble. Il s'agit d'Alain Carignon, ancien maire, ancien ministre, mais aussi connu pour un passage en prison pour corruption qui lui colle à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock, on pourrait dire. Il est donc encarté chez vous et pourtant il ne se présente pas avec l'étiquette Les Républicains, mais sous la bannière Société civile avec les citoyens. Yannick Neuder, est-ce que votre parti soutient cette candidature ? Alors, je crois que c'est une question bien légitime. Je dirais qu'on peut s'éloigner aussi de Grenoble pour quelque part voir comment les choses ont évolué, notamment depuis les présidentielles, les législatives qui ont suivi et les européennes. Et je crois que cette question finalement d'étiquette politique, d'investiture des partis, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître, puisque en général, moi j'ai été maire, vous l'avez dit, entre guillemets petite commune, où il y a longtemps nous ne demandions pas d'étiquette, d'investiture, parce qu'on était plutôt effectivement élus pour des projets. Et je crois que ce qui finalement animait le monde plutôt rural, les petites villes, les petites communes, et a gagné finalement les plus grandes villes, parce qu'on peut parler effectivement de Grenoble, mais on pourrait parler de Bordeaux, on pourrait parler de Caen, on pourrait parler de beaucoup de villes qui sont des grandes villes. Et je pense que pour la première fois, eh bien, dans toutes ces villes, il n'y aura finalement pas de demande d'investiture. Soyons clairs, les gens ont leur couleur politique, droite, gauche, milieu, centre, en sachant que beaucoup de choses sont devenues très floues. Mais je crois que ce que attendent surtout les électeurs, et ce qui sera important, c'est de ne pas oublier que le maire reste la première personnalité quand même de confiance de la population, qu'en général, il y a un bon taux de mobilisation pour ces élections municipales. Et je crois que ce qui va surtout guider le choix des gens, et par définition, quelque part, des candidats, c'est l'adhésion à un projet, et plus que les étiquettes. Donc, j'ai l'impression que, visiblement, je crois qu'Alain Carignon ne la demande pas. Donc, pour l'instant, il ne l'a pas demandé et il n'a pas prévu de le faire, a priori. Je ne sais pas, vous lui poserez la question. Mais en tout cas, il ne la demande pas. Mais je dirais que ce n'est pas spécifique à Grenoble. Il y a beaucoup de grandes villes qui ne vont pas donner, quels que soient les partis politiques, des étiquettes, parce que c'est peut-être pas forcément ça que les gens attendent. Après, par ailleurs, il faut aussi être modeste. Quand on voit les résultats de notre parti politique, notamment sur Grenoble, avec le dernier score des européennes, je crois que peut-être qu'il y aura d'autres villes aussi qui ne demanderont pas l'investiture, parce que si vous voulez, les élections ne sont pas transposables. Et ce que je pense, le mauvais score que nous avons fait aux européennes, il faut l'assumer, il faut au contraire en tirer des conséquences. Sinon, un échec, ça peut être aussi autant porteur qu'une victoire, et devoir s'adapter. Et je crois que ces questions d'étiquette doivent arriver, entre guillemets, dans un deuxième temps. Et je crois que ce qu'on a assisté finalement à une forte identification finalement des députés, où on peut arriver à faire finalement élire des députés strictement inconnus dans les suites d'une présidentielle, eh bien je crois que ça distingue bien maintenant le niveau local et le niveau national, où ce qui marche au niveau national, de finalement voter pour une étiquette, j'ai presque envie de dire une marque, eh bien je crois que localement ça ne marche pas, et que
on aura probablement beaucoup de surprises et de bonnes surprises parce qu'au niveau des LR 38, on va surtout aussi s'appuyer sur le bilan, sur les hommes et les femmes qui constituent effectivement notre base et notre socle électoral dans les différents territoires, avec de nombreux exemples, comme Vienne, Voiron, Bourgoin, où effectivement, là, il y a des résultats. Et sur ces communes-là, naturellement, qu'il va avoir une suite, en sachant que aussi bon nombre de maires, bien qu'en ayant gagné sur des étiquettes politiques, vont essayer aussi de finalement élargir leur majorité plutôt pour enrichir le projet. Alors, sans parler d'étiquette, mais simplement de soutien, Alain Carignon, c'est quand même une personnalité à part. Donc, ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que les Républicains, est-ce que des représentants, peut-être nationaux des Républicains, pourraient être amenés à venir à ses côtés? Est-ce que vous comptez présenter une liste en face de lui? Je crois que toutes ces questions sont loin d'être arbitrées. Je crois qu'on est à quelques jours, quelques semaines des résultats des sondages. Je crois que ces sondages, on peut en parler quelques minutes, qui montrent qu'effectivement le maire sortant confirme effectivement que Grenoble a une vraie histoire avec l'écologie, qui se confirme sur des scores bien plus élevés qu'au national. On va voir un petit tableau de ce sondage, qui était un sondage qui a été réalisé début octobre pour France Info, France Bleu, le Dauphiné Libéré, qui indiquait donc 32% des intentions de vote pour Éric Piolle et deuxième Alain Carignon avec 20% des intentions de vote, derrière la candidate de La République En Marche, Émilie Chalas, avec 18%. Donc un score de 20% dans une grande ville comme Grenoble, ça peut faire réfléchir quand on est à la tête des Républicains de l'Isère. Ça peut faire réfléchir, mais je crois encore une fois que c'est surtout le projet, c'est pas tant les pourcentages, et un sondage n'a jamais fait une élection. Je crois que les enseignements de ce sondage, il faut les prendre avec précaution, il y en aura d'autres et on verra si c'est des tendances qui semblent se confirmer. Montrer que finalement Grenoble a un ADN vert, c'est finalement une non-surprise dans ce sondage-là, et ça s'est bien vu lors des différents scrutins et lors des européennes. Ce qui est par contre plus intéressant, c'est que ce que je vous disais finalement tout à l'heure, que ces stratégies nationales, eh bien on voit que par contre LREM est très en deçà finalement du score qu'il pouvait attendre au vu justement des élections précédentes, que finalement ces choix parisiens, la greffe prend peut-être pas si bien que ça en local, après la personnalité de la candidate et la zizanie locale, mais je crois que c'est aussi encore un phénomène qui montre que finalement c'est pas Paris qui peut décider finalement des meilleures têtes de liste dans des villes un peu quelle que soit leur taille. On a quand même l'impression qu'Alain Carignon, c'est un peu une chaussure, un caillou dans la chaussure des Républicains. Vous ne dites pas franchement le soutien, vous ne dites pas franchement le soutien pas. Mais parce que, si vous voulez, Alain Carignon, il est membre des LR et il est cadre de la première circonscription de l'Isère. Donc, son étiquette politique, il l'a. Qu'après, il souhaite la mettre en exergue ou pas au niveau de la reconquête de Grenoble, comme c'est entre guillemets sa stratégie. Et je pense que pour le coup, ce n'est pas la stratégie qui est attendue par finalement les citoyens, les électeurs. En fait, ce qu'il faut peut-être regarder, c'est qu'est-ce qui est le meilleur projet pour Grenoble. Il y a quand même des grandes orientations qui seront probablement différentes entre les différentes listes. Et est-ce qu'il y a une liste qui peut finalement répondre à de grands problèmes qui sont naturellement le développement durable, l'écologie, qui reste au cœur des préoccupations, mais je dirais des gens de gauche, de droite, de gens qui ne font pas de politique. C'est une valeur d'être l'écologie, de pouvoir préserver le monde de demain à nos enfants. Ça n'a pas de couleur politique, je dirais. Ça doit animer toutes nos politiques publiques. Après, je pense que le deuxième grand sujet, le troisième, c'est les mobilités au niveau de Grenoble. Avec, vous le verrez, la région s'implique beaucoup sur des nouvelles mobilités décarbonées pour justement être mobile, justement, et pour pouvoir justement respecter les grands enjeux de décarbonation, de tout ce qui anime finalement. Là, on veut être la première région verte d'Europe. Donc, donc, c'est pas une dimension politique, c'est une dimension sociétale, et puis de pouvoir aussi renforcer l'attractivité de Grenoble qui est quand même présentée aux égards de la région
Et en France et en Europe, quand je me déplace en Europe, au-delà de l'Europe, il y a moins de lisibilité, c'est bien normal, mais comme un peu la capitale des Alpes. Donc je crois que c'est ça les enjeux de la campagne électorale de Grenoble. Et je pense qu'au gré des ralliements des uns, des autres, des choses, je pense que les stratégies ne sont pas affinées. Quant à la présence de personnalités nationales, je reste là aussi prudent. Je pense que sur des élections, on va dire, plus nationales, que lors d'une législative, vous invitez effectivement des barons locaux, parisiens, pour soutenir. Là, c'est vraiment... moi, je me demande quel impact ça a de faire venir une personnalité pour un choix municipal. Je ne sais pas si c'est du meilleur effet, d'ailleurs. En 2014, Mathieu Chamussi était tête de liste républicain. Oui. Il a quitté le parti depuis. Il y a encore quelques élus républicains au conseil municipal à Grenoble, dont Nathalie Béranger. Est-ce que les républicains envisagent de créer une liste avec peut-être Nathalie Béranger, peut-être Michel Savin, qui avait aussi appelé à un large rassemblement pour Grenoble et qui est sénateur LR? Écoutez, je ne sais pas si Nathalie Béranger, Michel Savin et beaucoup d'autres veulent faire des listes, mais en tout cas, s'ils veulent en faire une, je les inviterai à se dépêcher parce que je crois que c'est au mois de mars, que nous sommes déjà au mois d'octobre et que je pense que des élections municipales sur des tailles comme ça ne s'improvisent pas. De mémoire, il doit y avoir 59 colistiers ou en tout cas une petite soixantaine. Donc je crois que voilà, une liste pour quel projet, pour faire quoi, moi je crois que toutes les bonnes initiatives sont les bienvenues, mais d'une façon générale, et c'est la maxime que j'appliquerai sur les différentes communes de l'Isère, et j'ai envie de traiter Grenoble entre guillemets un peu comme les autres, c'est que partout où il y aura des divisions, finalement ça va plutôt engendrer finalement la déperdition et la non-victoire. Donc j'invite chacun à prendre ses responsabilités et à surtout bâtir quelque chose avec Grenoble. En tout cas, les sondages montrent que je ne sais pas comment se finira l'histoire, mais je pense qu'effectivement, le 20% d'Alain Carignon montre que probablement Alain Carignon a une histoire à vivre avec Grenoble. Mais il n'y aura pas de liste, les Républicains ? Je pense que ce n'est pas arbitré dans le sens que je n'ai pas de candidature de liste LR pour l'instant officielle. Donc si effectivement quelqu'un revendique une investiture, ce qui n'est pour l'instant pas arrivé ni par Alain Carignon ni par quelqu'un d'autre. Donc on peut me faire parler des heures en extrapolant des situations qui pour l'instant ne sont pas arrivées, puisque pour l'instant, je ne sais pas si je dois être un président LR heureux ou malheureux, mais je n'ai pas de demande d'investiture sur la ville de Grenoble, par qui que ce soit. Alors, évidemment, il n'y a pas que Grenoble en Isère. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez actuellement combien il y a de maires les Républicains dans la métropole grenobloise ? Eh bien, non. Alors, moi, j'ai compté, pour moi, il n'y en a pas. Ou alors ils sont très peu nombreux dans la métropole grenobloise. Alors après, en tout cas, dans les grandes je ne sais pas ce qu'on appelle, communes, LR. Moi, je crois quand même qu'il y en a. Alors, je ne sais pas à moi de venir trahir les entités de mes fichiers, mais je vous invite à peut-être recalculer puisque j'ai quand même. Alors, on vous tiendra au courant. En tout cas, il y a des candidats sur ce territoire. Il y a notamment Jean-Claude Perrin à Mélan. Mais je crois que le maire est LR d'ailleurs. Le maire est LR. Je crois que le maire est LR à Mélan. Alors, nous avons donc déjà trouvé un premier. Donc il y a peut-être déjà deux candidats. Mais déjà un maire LR de la métropole de Grenoble. On vérifiera tout ça. Il y a des divers droites, etc., mais qui ne sont pas forcément tous les Républicains. Donc Jean-Claude Perrin est candidat à Mélan. Et il y en a certainement bien d'autres. Ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure, on peut y revenir, d'autres maires sortants de grandes villes, comme Julien Paula à Voiron, Vincent Chriqui à Bourgoin-Jallieu ou Thierry Kovacs à Vienne. Ils se représentent. Selon vous, c'est l'exemple à suivre? Ils ont un bon bilan? Disons que je crois que c'est quand même la condition sine qua non de pouvoir prétendre la confiance des électeurs, entre guillemets, pour un deuxième mandat, parfois même pour plus, mais je pense que c'est la base. Il faut quand même avoir un bon bilan. Si vous avez été incapable de gérer votre commune pendant 6 ans, la moindre des choses, c'est peut-être d'en tirer les conséquences et de ne pas se représenter. Donc je dirais que le bon bilan est nécessaire, probablement pas suffisant, puisqu'on le sait très bien que c'est à travers un projet qu'on mobilisera les électeurs et la ville pour finalement essayer d'obtenir le meilleur pour les conditions de vie des habitants de nos communes. Donc oui, il faut un beau projet aussi.
L'objectif, c'est combien de communes en Isère pour les Républicains? Est-ce que vous avez déjà établi Mais si vous voulez, moi, c'est tout ce que je ne souhaite pas faire, si vous voulez. Ces stratégies à 2 balles de pourcentage, je crois que c'est pas ça. Je crois que c'est déjà, on est en train d'y travailler. Je peux vous dire qu'on y travaille très sérieusement, qu'on étudie circonscription par circonscription. Après, il y a des communes qui sont sortantes. Alors, est-ce que le maire est encarté ou pas, mais qui partagent nos idées? S'il a un bon bilan, je vais être clair, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je crois qu'on a envie que je l'enfonce. Il n'y a pas de raison qu'on ne lui renouvelle pas notre confiance. Ensuite, il y a des nouveaux, et on est là aussi, et je pense que la régénération du LR au niveau national passera justement par cette envie du parti politique, mais qui est quelque chose aussi qui est partagé par la population, de mettre de nouvelles têtes issues de la société civile pour effectivement, les purs produits politiques. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui convient le mieux forcément dans le renouvellement de la vie politique. Donc je crois qu'il y a cette volonté de renouveler générationnellement, de pouvoir aussi diversifier les profils des candidats, et puis après d'encourager dans tous les endroits où l'on peut les listes d'union et d'éviter la division. Ensuite, le rôle d'une fédération comme la nôtre, qui reste une fédération très active, une des plus actives de France en nombre notamment de militants et puis d'actions, puisqu'on se réunit finalement assez souvent, c'est finalement de pouvoir porter différentes stratégies qui sont quand même un peu communes au niveau département, parce que derrière, il y aura des départementales en 2021 et des régionales, et on rappelle que le département de l'Isère est le plus gros département de la région. Donc tout ça a beaucoup de sens. Mais après, ces investitures, proprement dites, déjà pour les villes de plus de 30 000 habitants, c'est une commission d'investiture nationale, donc ce qui déjà règle, entre guillemets, le cas de Grenoble. Et oui, ce n'est pas le président des LR38 qui définira une éventuelle investiture, mais bien une commission nationale. Et vous avez eu des contacts avec les représentants nationaux au sujet de Grenoble, par exemple? Ah, mais il y a des... Alors, l'équipe est en train de se mettre en place. Hein. Christian Jacob a publié son premier organigramme cette semaine avec Éric Ciotti, qui reste président de la commission nationale d'investiture. Avec François Baroin notamment, qui connaît bien les maires aussi. Qui connaît bien les maires, président de l'AMF. Donc naturellement qu'il y aura des discussions qui seront également des discussions pour d'autres communes comme Saint-Martin-d'Air et Chirolles. Mais après, une grande partie des communes, au-delà de 9000 habitants, c'est en général à partir de là que se discutent les questions d'investiture. Les 9000 à 30 000 seront effectivement des décisions de comité départemental isérois, mais on a balayé quand même déjà les principales communes. En dessous de 9000 habitants, je ne sais pas s'il y aura, il faut être très clair, est-ce qu'il y aura beaucoup de gens? Mais d'ailleurs, je n'encourage pas non plus cette revendication, parce que franchement, pour avoir été maire pendant longtemps d'une commune de moins de 4000 habitants, on a quand même des problématiques du quotidien, et quand on doit refaire un centre-ville, construire un gymnase ou étendre une école, qu'on soit de droite ou de gauche, globalement, il faut construire l'école, quoi. Donc, cette politique a ses limites quand même en dehors des grandes capitales. Hein. Alors un sujet qui est tout régulièrement abordé dans l'actualité politique, c'est celui des Gilets jaunes. À Crolles, le campement des Gilets jaunes est toujours en place, près du rond-point, à l'entrée de la commune. Lina Badreddine s'y est rendue mercredi soir lors de l'Assemblée générale hebdomadaire. Le grand débat, c'était de la fumisterie. Depuis le 17 novembre 2018, ils ne lâchent rien. Ces gilets jaunes se rendent aux abords de ce rond-point presque tous les jours pour montrer leur mécontentement face à une politique qu'ils pensent douteuse et préférentielle, face à une économie qu'ils pensent injuste et déséquilibrée, face au pouvoir par qui ils ne se sentent pas entendus. Ils n'ont pas dit leur dernier mot et comptent bien rester encore. Parce que j'y crois encore, parce que ça commence à bouger un peu partout dans le monde, parce que ça va de plus en plus mal, parce qu'il y a de plus en plus de pauvres, parce que je ne peux pas tolérer et continuer à accepter l'inacceptable, parce que ça ne peut plus durer comme ça. Nos vies valent les leurs et je veux le crier haut et fort. Nous avons le droit de vivre également. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il y a des retraités qui touchent que 800 ou 900 € par mois et qui n'arrivent pas à manger à leur faim. C'est pas normal. Parmi leurs revendications, le référendum d'initiative citoyenne pour participer aux grandes décisions, la hausse du pouvoir d'achat, une baisse des prix pour les produits de première nécessité. Ces aménagements et ces rendez-vous quotidiens demandent tout un travail d'organisation. Depuis le début où j'ai géré toutes les donations qu'on avait des personnes,
On a géré tout ce qui est le bois avec un collègue, on a géré l'alimentation qu'on nous donnait par tous les passants qui étaient ici. Et après, on gère la motivation des gens où en fait on les remotive quand ils sont démotivés. Voilà, après c'est un peu beaucoup d'organisation. Ce lieu de vie, ils en ont même fait un livre en immersion avec les Gilets jaunes pour lequel ils ont interrogé 52 personnes. On a fait une analyse un peu sociologique de la composition de ce lieu et on a essayé de montrer qu'il avait une grande diversité. En particulier, il faut savoir que plus de la moitié des gens qui sont là, avant d'être gilets jaunes, n'avaient jamais participé à aucune manifestation, ni n'avaient été adhérents à un syndicat ou un parti. Il y a eu une politisation qui s'est faite en marchant. Et chaque mercredi, ils se retrouvent lors d'une assemblée générale durant laquelle chacun est libre de prendre le micro pour élever sa voix. Alors Yannick Neuder, est-ce que le parti républicain, notamment de l'Isère, a écouté les Gilets jaunes, les écoute, les comprend? Mais je crois que c'est pas le parti républicain LR38 ou national. Je pense qu'il y aura un avant et il y aura un après Gilets jaunes. Il faut entendre que qu'est-ce qui peut mobiliser un certain nombre de personnes partout en France dans des périodes de veille de Noël. C'est parti quand même comme ça, à se réunir sur un rond-point. C'est qu'il y a quand même un sentiment de non-écoute de la part du pouvoir politique en place, qui a été aussi à un moment, peut-être que ça va se réactiver avec les discussions sur les taxes foncières, sur un certain nombre de choses, qui a été aussi le sentiment de nombreux élus, que ce soit les maires, que ce soit les départements, que ce soit les régions. Moi, j'ai entendu la phrase du monsieur Gilet jaune qui dit qu'il a l'impression que ces grands débats ont été une fumisterie. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Notamment, on a vécu en Isère quelque chose d'assez étonnant. On a été sollicité par effectivement la direction générale des trésoreries, la DGFiP, où globalement, au moment où la ministre Jacqueline Gourault réexpliquait qu'elle voulait un climat de confiance avec les élus et plus de proximité, quasiment la même semaine, je crois 48 heures après, on recevait un courrier des DGFiP qui allait nous supprimer un certain nombre de trésoreries dans nos villes et villages, notamment de l'Isère. Donc je crois que c'est justement ce genre de situation qui est juste intolérable, avec effectivement un discours national ou qui est contre plus de proximité, plus de liens avec les territoires, plus de... Je crois personne. Puis après, les faits où globalement, eh bien, si on veut plus de proximité avec les territoires, eh bien, proposons un nouvel acte de décentralisation. Les thématiques ne manquent pas. La santé serait particulièrement un acte fort de ce nouvel acte de décentralisation, comme l'ont su le faire certains pays européens. Et pourtant, Édouard Philippe, a fermé le banc dans la discussion à Bordeaux lors de l'ARF, en expliquant clairement qu'il n'y aurait pas de nouvel acte fort de décentralisation. Au même moment, un peu en même temps, j'ai presque envie de dire, la DGFiP nous dit que finalement ça ne va pas fermer maintenant, mais ça fermera finalement, on sent quand même, sans le dire, finalement post-municipal. Donc là, il faut qu'on soit extrêmement vigilant parce que... Et puis au final, je crois qu'aussi tout ça, il faut être prudent et je crois qu'il faut le dire. Là, il y a d'une façon générale, il y a le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi des finances et notamment parmi ce projet de loi des finances, le projet de loi des finances de la sécurité sociale. Et on voit bien qu'alors on parlait un peu technique, l'ONDAM, le fameux ONDAM qui finalement globalement régit le budget de la santé en France, eh bien s'il n'augmente pas autant qu'on le souhaiterait, c'est parce qu'il a fallu aussi payer un certain nombre de mesures qui ont été proposées pour éteindre, je dirais, le feu au niveau des Gilets jaunes. Et cet argent qui a été effectivement proposé à un moment, est-ce qu'il a été bien proposé au bon moment avec une certaine efficacité? En tout cas, je peux vous dire qu'il va manquer dans certains secteurs de la santé maintenant pour prendre en charge la santé des gens. Et quant aux retraités, je crois quand même que c'était quand même clairement expliqué durant la campagne présidentielle qu'effectivement les retraités allaient voir leur pouvoir d'achat réduit, puisque ça avait été quand même annoncé, ce qui était d'ailleurs courageux de la part du programme présidentiel, et notamment la non-indexation de l'augmentation des retraites sur le pouvoir d'achat, enfin tout un tas de choses. Mais ce qui on peut aussi s'interroger, c'est que visiblement ce mécontentement ne faiblit pas. Et pourtant,
aux européennes, on n'a pas vu de vote sanction. Donc je trouve que tout ça, c'est pas si facile d'analyse parce qu'on entend beaucoup de mécontentement, mais finalement le socle à autour de 23%, finalement reste à peu près identique. On va changer de sujet. La semaine dernière, le Conseil régional était en assemblée plénière. Il y a beaucoup été question du rapport de la Chambre régionale des comptes qui a salué la gestion de la région entre 2015 et 2018, période donc qui concerne votre mandat notamment. Seules 3 régions ont réduit leurs dépenses générales de fonctionnement à périmètre constant par rapport à 2015 et avec 12,9% de dépenses, Auvergne-Rhône-Alpes fait figure de meilleur élève à la grande satisfaction évidemment de son président. Voyez Laurent Wauquiez au micro de nos confrères de TL7 à Saint-Étienne. Laurent Wauquiez a le sourire ce mardi matin. Pour nous, évidemment, il y a un petit côté cocorico. Alors voilà, on a conscience qu'on n'a pas tout réussi, il faut qu'on continue à progresser. Mais bon, c'est quand même satisfaisant de se dire que des magistrats indépendants, qui est la plus haute autorité en France, nous dit, sur la quasi-totalité des critères, Auvergne-Rhône-Alpes est la région la mieux gérée de France. La région la mieux gérée de France, un slogan souvent utilisé par Laurent Wauquiez ces dernières années et qui voit la Cour des comptes confirmer l'expression. C'est la récompense pour nous de 4 ans de travail et surtout avec la satisfaction de se dire, ce qu'on a économisé, on peut le rendre à nos habitants. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'Auvergne-Rhône-Alpes est la région qui a le plus réduit ses dépenses de fonctionnement et augmenté ses investissements depuis que Laurent Wauquiez est aux manettes. Et la caractéristique de notre région, c'est que sur tous les indicateurs de bonne gestion, on est systématiquement dans les 3 premiers. Une élève exemplaire dont les bonnes notes cachent parfois certaines décisions controversées. L'augmentation des masses salariales, par exemple, une bonne initiative rendue possible par une réduction des effectifs. Des décisions dont le président de la région ne se cache pas. La question est maintenant de savoir où vont aller ces économies. L'idée, c'est de se fixer une règle un peu d'or, consistant à dire quand on économise 2 €, on met 1 € qu'on rend en pouvoir d'achat aux habitants et 1 € qu'on mettra sur les projets d'avenir qui préparent notre région pour nos enfants. Ça peut être les réseaux Internet, ça peut être l'environnement, voilà, des sujets où on se dit ça c'est important pour ce qu'on va transmettre à nos enfants. Reste maintenant à tenir ses objectifs sur la durée. Alors cet argent, en plus, est-ce qu'il pourrait servir à la création d'un campus régional aéronautique dont il a été question la semaine dernière dans l'Assemblée plénière, par exemple ? Eh bien, effectivement, c'est tout le sens effectivement du message du message du président, naturellement, mais du travail de l'exécutif et de la majorité du Conseil régional et des agents auxquels je souhaite rendre hommage parce qu'un bilan est souvent partagé par une équipe, effectivement, d'élus, mais aussi par beaucoup d'agents. Et je remercie les plus de 10 000 agents de la région, puisque c'était un grand changement. En gros, c'est de dire qu'on fait des dépenses d'investissement, que c'est quelque chose d'important. Elles ont augmenté de plus de 120% en région, mais surtout grâce, et c'est surtout ça qui est important, pas de majoration de fiscalité, même si les leviers en matière fiscale sont faibles au niveau régional, c'est surtout de pouvoir investir en ayant économisé. Et je crois que c'est le grand message, c'est plus de 680 millions d'euros qui ont été économisés durant ces 3 années pleines de mandat. Et c'est de l'argent que l'on peut réinvestir sur tous les secteurs. L'agriculture a été un grand bénéficiaire. On a plus que doublé le budget de l'agriculture. L'Isère reste un grand département sur l'agriculture. On peut investir dans la recherche, dans l'innovation. Grenoble, capitale des Alpes, est terre d'innovation, terre de recherche, avec de grandes universités, de grands laboratoires. Vous voyez, quelques chiffres, moi, sur ma délégation, depuis 3 ans, donc 2016, 2017, 2018, je n'ai pas encore les chiffres consolidés de 2019, mais c'est 450 millions d'euros qui ont été investis sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Naturellement, on le comprend quand même aisément, c'est que si on ne fait pas des économies de fonctionnement, on ne peut naturellement pas investir sur toutes ces grandes politiques. Alors en 2 mots, ce campus régional aéronautique, de quoi pourrait-il s'agir ? Eh bien, c'est une façon générale de travailler. Le campus d'aéronautique en est une illustration. C'est en gros de décloisonner le monde académique, le monde économique. Nous sommes la première région industrielle de France. Nous sommes la 2e région de France en termes d'enseignement supérieur, de formation. Donc, nous essayons de monter un assemblier entre les acteurs du monde académique, quel que soit l'infrabac, le suprabac, l'enseignement supérieur, avec mes collègues à la formation, Stéphanie Pernot-Baudon, avec ma collègue des lycées, Béatrice Berthoud, et puis notre collègue à l'économie, Annabelle André-Laurent. Et en fait, on prend le meilleur, je dirais,
de chacun, de chacune, de nos délégations. On essaye effectivement de faire travailler tout le monde en grappe et de pouvoir répondre par ces campus aux besoins des industriels, aux produits de consommation, aux marchés potentiels. Et l'aéronautique, si on fait la sommation de ce qui se passe en région, nous avons un poids plus important que l'Occitanie, et derrière l'Occitanie, naturellement, Toulouse. Donc, c'est de pouvoir mettre en ordre de fonctionnement, de décloisonner, aussi bien les entreprises du décolletage qui vont avoir de la mécanique de précision, que les bureaux d'études, que les centres de recherche qui vont pouvoir fortifier cette filière. Et je crois que c'est aussi une des grandes marques de ce mandat-là, c'est qu'on ne voulait pas une formation qui globalement permet une seule chose, c'est de diminuer les chiffres du chômage parce qu'effectivement, ils sont en formation. On souhaite vraiment pouvoir partir des besoins, qu'on ne visite pas une entreprise sans qu'on finisse en leur disant quelle est votre principale difficulté. Et quasiment à chaque fois, c'est le recrutement de la masse salariale, alors qu'il y a plusieurs millions de chômeurs. Les derniers chiffres sont plutôt satisfaisants en région, puisqu'on a un chômage à moins de 7%, 6,9%, avec même des bons élèves comme l'Isère, avec un tout petit peu plus de 6%. Tous les départements ne sont pas identiques, donc loin de moi l'idée de les comparer, mais c'est de pouvoir justement faire le rôle d'assemblier de la région, qui, je rappelle, a la compétence économique depuis la loi NOTRe, qu'elle partage avec les intercommunalités, les métropoles, et de pouvoir animer l'ensemble de son réseau de formation pour aboutir à quelque chose d'assez simple, le continuum formation, recherche, innovation, et puis transfert vers l'industrie et vers l'emploi. Alors quand on parle de recherche à Grenoble, on parle évidemment du site du CEA. Laurent Wauquiez a visité il y a quelques jours ce site, notamment pour évoquer l'hydrogène. On n'est pas tous férus de technologie, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'outil qu'on a vu est capable de faire de la lithographie à 1 millième de cheveu. 1 millième de cheveu. Sur une puce qui est grande comme un demi-bout d'ongle, vous avez plus qu'1 milliard de transistors. Et il faut qu'aucun soit défectueux. Et ils sont à Grenoble, ils sont chez nous, et c'est parmi les seuls au monde qui sont capables d'avoir ce niveau de technologie. Quand certains d'entre vous, vous prenez votre téléphone, la reconnaissance faciale, elle est faite avec une technologie qui est une technologie grenobloise. On ne va pas les laisser comme ça. C'est quand on a la chance d'avoir un tel bijou dans sa région, il faut y aller. Et il y a une deuxième technologie sur laquelle j'ai besoin du CEA, c'est l'hydrogène. Celle-là, c'est vraiment la technologie de demain. C'est celle qui nous permettra de rouler avec des voitures propres. Une voiture hydrogène, vous mettez votre verre à la sortie, vous récupérez de l'eau pure à la sortie du pot d'échappement et que vous pouvez boire. Et le CEA doit nous permettre d'être dans les meilleurs au monde. Donc l'hydrogène, mais aussi les nanotechnologies, tout ça, c'est fait à Grenoble. C'est fait à Grenoble et quelque part, c'est vraiment... ça revenait tout à l'heure sur des questions plus politiques. Et Grenoble a de grands atouts à mettre en valeur, notamment son écosystème sur la recherche. Vous savez, Grenoble accueille... plusieurs grands équipements de dimension européenne en recherche. Le synchrotron va bientôt redémarrer. Le synchrotron et d'autres. On va pas l'Institut Lots-Langevin, l'Institut de biologie moléculaire, avec le P4 à Lyon. On a 4 des 10 grands équipements de recherche en Europe et c'est dans notre région. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je crois que cette visite, elle avait beaucoup de sens parce que finalement, le CEA, déjà, c'est un lieu de vie. C'est une ville dans la ville. Il y a un certain nombre de doctorants, de chercheurs, c'est tout un écosystème. Ça représente 40% du PIB de cette métropole des Alpes, donc c'est quelque chose d'un secteur économique important. Et puis il y avait 2 sujets qui étaient finalement résumés en un, la visite du CEA, mais d'une part la filière nanotechnologie qui quelque part alimente toute cette recherche. Elle n'est pas de la recherche que fondamentale, elle s'applique sur de la vraie création de valeur ajoutée, de richesse et de création d'emplois qui s'illustre, c'est facile à voir, quelques kilomètres plus loin dans la vallée notamment du Grésivaudan avec ST Microélectronique, avec Soitec, avec d'autres entreprises, Sofradir, Ulysse et tous ceux qui sont en train de se regrouper. Donc c'est un vrai poids, c'est à peu près 20 à 25 000 emplois sur cette partie-là de la filière et du territoire. Et c'est très important parce que grâce à ce site de technologie et de recherche de haut niveau, l'industrie qui en découle, eh bien, nous assurons la compétitivité européenne sur ce sujet-là avec Dresde en Allemagne, en Saxonie. C'est grâce à ces 2 régions que l'Europe
peut, quelque part, en tant que vice-président de l'Europe, c'est aussi une fierté, eh bien, de pouvoir assurer cette compétitivité sur cette nanotechnologie face aux États-Unis, face à l'Asie, face à la Chine. Et on voit bien que la compétition sera internationale, mondiale, et que c'est finalement ces deux sites qui permettront à l'Europe de tirer son épingle du jeu. Donc ça, c'était, je dirais, le premier aspect de la visite avec le Nano 2022, et on est déjà en train de travailler à un Nano 2027 sur des programmes de recherche européens également et des financements européens. Et puis l'autre partie, c'est une partie qu'on évoquait aussi tout à l'heure, qui est l'hydrogène. C'est comment finalement améliorer les mobilités tout en étant vertueux, en préservant l'environnement. Et je crois que rappeler peut-être que qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, vous prenez des molécules d'eau, vous essayez de faire une électrolyse et puis ça dégage de l'énergie que vous pouvez utiliser. Et finalement, cette combustion d'hydrogène, puisque vous l'avez créée en prenant de l'eau, eh bien, en faisant brûler cet hydrogène avec le CO2 ambiant, l'oxygène ambiant, pardon, eh bien, ça crée une molécule d'eau et vous pouvez l'avoir. Donc, il n'y a rien de plus vertueux. Nous avons gagné un appel à projet européen qui est le Zero Emission Valley. Et là aussi, nous avons su mettre toutes les forces en présence au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors naturellement avec nos centres de recherche, mais ensuite avec notre tissu industriel. C'est comme ça qu'est née Impulsion, avec une participation de la région, mais également du groupe Michelin et de Engie, pour pouvoir avoir un consortium qui sera capable de relever ce défi de déploiement de l'hydrogène au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il y a 20 stations hydrogène qui seront, on va dire, localisés au niveau de la région, avec déjà 2 sites à Chambéry et à Clermont-Ferrand, avec un certain nombre de véhicules, plus de 1000 véhicules qui sont proposés pour pouvoir être la première région d'Europe décarbonée, c'est-à-dire qu'on connaît l'impact de la mauvaise qualité de l'air sur la santé, qui est dû aux mobilités, mais pas uniquement. On rappelle le bois de chauffage, on rappelle l'industrie. Mais en tout cas, tout ce qu'on pourra éliminer, notamment en émissions de particules, de microparticules, par cette économie d'hydrogène, qui permet aussi de recharger les véhicules en un temps record, et bien toute cette nouvelle technologie, elle a été créée au LITEN, dans les laboratoires de Florence Lambert. Et je crois que c'est une vraie fierté. Et je crois qu'avec des joyaux comme ça, eh bien, heureusement que nous sommes la région la mieux gérée de France, que nous avons pu faire des économies de fonctionnement, parce que cette recherche, si elle nous permet d'assurer la compétitivité européenne, de pouvoir répondre à des défis vraiment de régions plus propres, plus écologiques, elle est aussi très coûteuse, puisqu'il y a beaucoup de financement nécessaire dans la recherche, dans la réalisation industrielle de tous ces produits. Et quelque part, je trouve que c'est un cercle vertueux qui s'est mis en place au niveau de la région avec l'argent public que nous gérons. Alors tout ça, c'est possible aussi grâce à des chercheurs qu'il a fallu former, puisque vous êtes délégué à l'enseignement supérieur également. Rapidement, un petit mot sur l'UGA, qui ne sera plus qu'une seule université au 1er janvier 2020. Alors c'est vrai que l'université de Grenoble est en pleine mutation depuis plusieurs années. Je crois qu'il y a eu les fusions des différentes universités et puis l'obtention de la labellisation de l'IDEX, qui est une fierté naturellement pour l'UGA, avec l'ensemble de ses acteurs. Et j'aime à rappeler également l'école d'architecture, de rappeler l'INP, de rappeler Sciences Po, de rappeler naturellement l'université Grenoble-Alpes, et de pouvoir avoir aussi encore une fierté, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que nous avons nos 3 sites académiques, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, qui sont effectivement dans des dispositifs d'excellence. Cette excellence, elle nous permet d'être effectivement reconnus, d'avoir un certain rayonnement national, international et une certaine attractivité, alors avec les fameux classements internationaux, mais c'est surtout, ça nous permet aussi de faire face à des chiffres importants qu'il faut savoir communiquer. Nous avons 340 000 étudiants en région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons à peu près 5 à 10 000 étudiants supplémentaires par an, et nous avons des étudiants qui nous viennent du monde entier, puisque nous sommes une des premières régions attractives sur les étudiants. Nous accueillons à peu près
27 000 étudiants étrangers par an, et nous en envoyons, et nous sommes aussi une fierté là-dessus, d'envoyer à peu près 12 000 étudiants par an, plus les dispositifs Erasmus, ça fait à peu près 20 000 étudiants qui sont issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, financés par la région Rhône-Alpes, qui partent faire une mobilité à l'extérieur. Et tout ça concourt effectivement à l'excellence, et je voudrais féliciter les équipes de Patrick Lévy qui ont su arriver, tendre vers une trajectoire de modèle qui permet effectivement un fort modèle intégré, de mutualiser les forces, qu'elles soient fondamentales, qu'elles soient appliquées, qu'elles soient technologiques, de pouvoir aussi y mettre et y insérer les sciences humaines et sociales. Elles n'ont pas été oubliées, d'avoir un pôle ingénierie fort avec l'INP, mais de pouvoir avoir su s'entendre, se parler, s'écouter pour porter en commun. Et je crois que cette université intégrée, cette université cible qui va naître au 1er janvier est un bon modèle de politique de site, qui est un interlocuteur audacieux, respecté, respectable par les instances académiques, par les instances régionales, mais également par le monde économique. Et encore une fois, on y revient, puisqu'effectivement, avec beaucoup de dispositifs, notamment sur l'entrepreneuriat étudiant, sur des brevets avec la société de transfert de technologie comme Linxium ou autre, on a effectivement une vraie force en présence sur le site universitaire de cette université intégrée de Grenoble, qui est une grande fierté et qui va pouvoir prétendre à de belles réussites. Et elle a déjà pu en prétendre à 2. Ça sera de pouvoir se positionner à l'échelon européen, et je crois que nous sommes encore bien placés pour les appels à projets à venir, notamment pour les financements européens, et puis d'avoir pu être labellisé Institut 3IA sur l'intelligence artificielle, qui est aussi une suite avec tout ce milieu de la nanotechnologie. On est un des 4 sites en France labellisés sur l'Institut multidisciplinaire d'intelligence artificielle, et cette labellisation, cette reconnaissance du savoir-faire et de l'excellence grenobloise n'est pas pour rien. Dans l'avenue, par exemple, j'ai mis il y a 15 jours la première pierre d'Atos. Et je crois que quand un groupe, 120 000 collaborateurs dans le monde, décide de faire son centre européen de R&D à Grenoble, c'est aussi parce qu'il y a une excellence académique. Donc nous encourageons, vous l'avez compris avec le président Wauquiez, toutes ces démarches. Merci beaucoup Yannick Neuder d'avoir participé à ce Récap Info que vous pouvez suivre le vendredi à 21h et le samedi à 13h. Bon week-end et à très bientôt.